vous propose qu'on commence. Bienvenue, bonjour à tous. Société d'Ekin, donc je vais vous parler des perspectives des pompes à chaleur dans la future RE 2020 et dans le bas carbone. Déjà pour commencer, je voulais vous rappeler le contexte que nous avons tous vécu. On va laisser rentrer les derniers arrivants. Bonjour. Ouais. Bon, allez, on y va. J'avance. Donc, on va revenir sur le contexte déjà de cet été. On a connu, avec le réchauffement climatique, des changements climatiques, justement, des inondations un peu partout en Europe, des feux importants en Grèce, aux États-Unis. Le rapport, alors je ne l'ai pas, pardon. Alors, le rapport du GIEC a été édifiant au mois d'août, qui faisait un lien très fort. C'était la première fois que le GIEC arrivait à faire ce rapport-là entre le réchauffement climatique et l'activité humaine. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on doit agir. C'est les perspectives que nous avons et on sait que c'est de notre fait et donc c'est de notre responsabilité. Toujours dans le contexte, l'État français, en début de cette année, a décrété donc la neutralité carbone pour 2050. Nous étions sur le plan climat qui visait à abaisser de 80% à cet horizon 2050 l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des activités, pardon. Mais donc en fait l'État français a décidé d'aller un petit peu plus loin en récupérant donc les 20%, en captant les 20% qui restent à horizon 2050. Pardon, excusez-moi. Pour y arriver, dans le bâtiment, nous avons depuis de nombreuses années maintenant des labels, des certifications qui nous font diriger vers cette neutralité carbone, que ce soit dans des émissions directes ou indirectes. La perspective de la RE 2020 qui va débuter au 1er janvier 2022, tout au moins dans le résidentiel, pour le tertiaire, ce sera plutôt pour cet été, nous emmène justement à encore travailler sur l'impact carbone et cette fois-ci non seulement sur l'indirect, mais sur l'impact carbone direct. L'objectif sera de faire des calculs d'émissions de gaz à effet de serre sur les produits de consommation des bâtiments, de production des bâtiments. Et donc vous avez ici un exemple du cumul de l'impact carbone dans les bâtiments pour la construction. Et au niveau des pompes à chaleur, on va se focaliser sur deux lots qui vont être d'abord le lot 14 qui concerne les fluides frigorigènes sur lequel nous avons des obligations en tant que fabricants et fournisseurs de produits avec des fluides frigorigènes d'abaisser les tonnes équivalent CO2, donc la quantité de fluide et leur impact CO2 dans les groupes. Donc ça, c'est une perspective que nous avons depuis 2015, enfin qui a débuté en 2015 et qui a objectif de diminuer de 80% à horizon 2030. Donc on a un planning assez serré. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 55% de baisse par rapport à ce qui se faisait en 2015. Donc on a une grosse activité à ce niveau-là. Et le deuxième lot qui nous intéresse, c'est le lot 8, qui est le lot CVC, dans lequel on va intégrer l'impact carbone des produits pompes à chaleur, entre autres, dans les constructions. Donc pour ce faire, et pour aider à leur comptabilisation, on fournit les fiches PEP sur les produits afin de permettre donc de faire ces calculs. Et donc forcément, on travaille sur l'abaissement de l'impact CO2 de nos produits. Notre objectif en tant que fabricant, bien évidemment, est aussi au niveau mondial donc de tendre vers zéro émission de CO2 à horizon 2050. Donc on est exactement dans le plan de la France, même si nous c'est un plan mondial au niveau de la production. Et les trois axes que nous avons définis pour arriver à cet objectif, c'est de travailler sur des nouveaux réfrigérants,
de développer de nouveaux produits et de nouveaux concepts, ainsi que de promouvoir l'économie circulaire. Donc je vais revenir sur ces 3 points un par un. Les nouveaux réfrigérants, pour refaire un point rapidement, donc, on doit baisser à horizon 2030 de 80% l'impact CO2 des fluides mis sur le marché. Les prérequis pour développer des nouveaux fluides sont déjà l'impact PRP, donc le potentiel de réchauffement planétaire du fluide, mais ça c'est pour les émissions directes, mais aussi la performance énergétique liée à ce fluide, puisque les émissions, la consommation liée à la machine va être aussi une consommation indirecte de carbone. Et ensuite, c'est le dernier point, mais qui est l'un des plus importants, c'est de garantir dans les bâtiments la sécurité des biens et des personnes, puisqu'en fait les fluides, on pourrait en sortir des tonnes, mais qui pourraient être inflammables ou qui pourraient être toxiques pour les personnes. Donc, bien évidemment, on doit faire attention à ça et répondre aux réglementations en vigueur. Sur les 3 marchés qui nous concernent, chez Deakin en l'occurrence, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie, on a 3 fluides élus, je dirais, pour les applications. Le premier étant le R32, je pense que vous en avez entendu parler largement depuis quelques années maintenant et dans son développement. Donc il a un PRP de 675. Donc je rappelle que le PRP du R410 qu'on utilise jusqu'à présent est de l'ordre de 2100. Donc il y a quand même une grosse diminution. Pour les produits, principalement des groupes de production d'eau glacée de forte puissance, on va proposer des groupes avec un HFO 1234Z2 qui va permettre d'avoir un PRP de 6. Donc là, vous voyez qu'on abaisse drastiquement cet impact carbone. Et pour finir, en réfrigération, le PRP de 1 pour le fluide CO2. Donc c'est la base de cette mesure. Et donc, en fait, il y a un gros développement qui se fait aujourd'hui sur le CO2 dans tout le marché de la réfrigération. Alors, c'est bien de voir ces différents fluides. L'idée, c'est de voir les gammes de produits qui correspondent. Donc, dans le résidentiel, principalement les pompes à chaleur RO, donc pour produire l'eau chaude sanitaire et répondre au chauffage des bâtiments. Donc, on a une gamme de produits Alterma, donc OR32, qui va jusqu'à à peu près une quinzaine de kilowatts. On a ensuite une gamme Split et Skyair, donc qui est de la détente directe, qui permet de répondre sur aussi le résidentiel, mais sur les magasins de proximité, sur les magasins principalement. Donc toujours R32. Et on a une gamme qui a été lancée l'année dernière de VRV fonctionnant avec du R32, qui intègre, j'y reviendrai juste après, l'ensemble des sécurités intégrées, vous verrez, et qui monte jusqu'à 18 kW aujourd'hui. Cette gamme va être appelée à évoluer dans les mois à venir. Ensuite, toujours avec le R32 et toujours avec des produits réversibles, c'est important de le noter, des groupes de production d'eau glacée, donc réversibles, qui montent jusqu'à peu près 600 kW, qui permettent de répondre sur les bâtiments tertiaires et nécessitant du froid et du chaud. On monte toujours en puissance, on va monter jusqu'à 1,8 MW, avec des groupes de production d'eau glacée qui sont là, eux, sont froids seuls et qui fonctionnent donc avec le fluide HFO 1234Z2, donc avec un PRP de 6. Mais bon, voilà, là on est froid seul. Et pour terminer, la gamme CO2, donc la gamme de réfrigération, où là on va pouvoir avoir une température d'évaporation jusqu'à environ moins 40 degrés. Donc on est vraiment dans des applications de chambres froides, hein, de congélateurs, etc. Et on va monter jusqu'à des puissances de 100 kW à moins 40 degrés, avec le fluide CO2. Donc vous voyez qu'on a un panel de solutions avec des fluides bas carbone qui est complète. On a gardé bien évidemment, puisqu'elles ne sont pas interdites, les gammes OR410 existantes. Mais en tout cas, on a des solutions totalement innovantes. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur le VRV R32, qui est donc une grosse nouveauté de l'année dernière. L'intérêt de cette gamme-là, c'est de diminuer l'impact carbone de la gamme par rapport au R410. Donc on va le diviser par 4 à puissance équivalente. Donc c'est vraiment un intérêt important. Mais surtout, puisqu'on a entendu, et vous, je pense que vous en avez tous entendu parler, de la classification A2L, donc légèrement inflammable du fluide R32, on se doit par rapport à l'IEC 240, la EN 378 et le CH35 en France, on se doit d'intégrer sur les installations le nécessitant des sécurités.
Donc on a pris le pari chez Deakin d'intégrer ces sécurités directement dans les produits. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les produits détente directe, c'est du plug and play, ça a toujours été comme ça. On les installe, on fait les tuyauteries, on raccorde et c'est terminé, et ça fonctionne. L'idée était de rester sur ces produits plug and play, y compris avec les sécurités. Ça veut dire qu'on intègre dans chaque unité intérieure un détecteur de fluide qui, en cas de fuite, se met en marche. On a dans chaque télécommande les alarmes sonores et visuelles qui sont demandées dans les réglementations. Et nous avons sur l'installation des vannes qui permettent de limiter, enfin de capter et de garder le fluide pour éviter qu'il ne fuit dans les pièces qui sont avec potentiellement des fuites. Donc en fait, ces trois sécurités-là nous permettent de répondre aux réglementations en vigueur. Et donc d'installer les VRV R32 dans tout type d'installation. J'insiste dessus parce qu'on n'en parle pas après dans les références, mais on a fait un hôtel en début d'année. Nouveau concept. Le nouveau concept, en fait, c'est la promotion de l'économie circulaire. C'est nouveau. L'idée, c'est d'éviter de toujours consommer plus. Donc, l'utilisation des fluides régénérés ou recyclés. Donc, il y a une légère différence. Le régénéré, ce sera plutôt au niveau de l'usine. Le recyclage, on va plutôt le faire au niveau d'Ekin France, au niveau du service technique. L'intérêt, c'est déjà de considérer le déchet, donc l'ensemble des fluides que l'on récupère sur les installations, comme une ressource, plutôt que d'en reproduire à chaque fois. Donc ça réduit la consommation de matières premières, ça sécurise le R410 en l'occurrence pour les installations pour les maintenances et pour les installations existantes, et ça limite l'impact environnemental et carbone sur nos activités. Donc on a commencé au niveau de l'usine en créant donc une chaîne un partenariat avec un fournisseur de fluides frigorigènes qui nous fournit donc en fluide régénéré. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que du fluide régénéré? C'est du fluide qui a été récupéré sur des installations existantes, qui est nettoyé. Les molécules sont dissociées et recombinées, ce qui permet de repartir avec un fluide de qualité neuve. Donc d'un point de vue chimique, il est neuf. Ce fluide est ensuite envoyé dans notre usine en Belgique, à Ostende, et on charge la globalité des gammes VRV d'Ekin Europe, donc qui alimente la France entre autres, avec ce fluide régénéré. D'accord? Donc d'où le nom VRV Loop pour cette gamme. Alors, c'est le premier VRV en économie circulaire, et l'année dernière, donc en 2020, ce loop, cette récupération et cette utilisation de fluide régénéré nous a permis d'économiser 150 tonnes de R410, ce qui représente 323 000 tonnes équivalent CO2. C'est une ville de 30 000 personnes. C'est les émissions de gaz à effet de serre d'une ville de 30 000 personnes. Cette année, 2021, nous sommes sur une progression qui va nous amener à peu près à 250 tonnes de R410 économisées, ce qui représente un peu plus de 500 000 tonnes équivalent CO2. Là, on est sur une ville d'un petit peu moins de 50 000 habitants en émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même relativement intéressant. Ça, c'est au niveau Europe et au niveau production. Au niveau d'Ekin France et du service technique, nous pouvons aussi maintenant proposer ce recyclage de fluide, cette récupération de fluide en circuit court. Donc on le récupère sur une installation existante, c'est ce que vous avez en premier lieu sur le schéma. Donc vous avez une installation existante, l'utilisateur du bâtiment a son installation, il doit déposer son installation R410. Les techniciens viennent récupérer le fluide. Ensuite, on va recycler ce fluide, c'est-à-dire qu'on va retirer les différentes particules, l'huile, etc. Et à l'issue de ce recyclage du fluide, l'utilisateur aura deux possibilités. Soit il désire réutiliser le fluide tout de suite dans son installation neuve, si c'est du remplacement sur le bâtiment sur lequel il y a des travaux, et à ce moment-là, on réinjecte le fluide R410 dans l'installation. Soit l'installation se fait avec un nouveau fluide R32, par exemple, et à ce moment-là, le fluide n'a pas une utilisation immédiate, et on peut le mettre en banque, on propose de le mettre en banque de fluide, et donc l'utilisateur a la possibilité d'utiliser ce fluide-là dans le temps. Il n'y a pas de limitation dans le temps, et ça va permettre, si c'est un client qui est sur du multisite ou une foncière, etc., de pouvoir pérenniser ses installations existantes au R410
sans forcément avoir à faire appel à du fluide neuf, mais en allant chercher dans sa banque de fluide qui lui appartient. Il y a des vouchers et en fait on tient à jour des comptes, hein, c'est comme une banque, sauf qu'au lieu de déposer de l'argent, on dépose du fluide. L'objectif que nous avons en faisant ça, c'est que entre l'usine et ce que l'on propose à Dekin France, c'est de proposer des installations qui soient 100% avec des fluides en économie circulaire. R410. Pour imager ce propos et ce recyclage, nous avons fait un projet l'année dernière sur Paris, à Boulogne-Billancourt plus précisément. C'est un projet d'école privée qui avait une installation existante en R+7, 4200 m², sur lequel il y avait des VRV R410 existants. Ces VRV ont été remplacés en partie et ont été remplacés par des VRV loop, donc avec du fluide régénéré à l'intérieur. Sur l'installation existante, nous avons récupéré 100 kg de fluide R410 qui était utilisé. On a recyclé ce fluide et on l'a réinjecté dans les installations neuves qui étaient mises sur le site. 100 kg de fluide recyclé Dekin France, plus les 74 kg de fluide qui étaient intégrés dans les groupes, on arrive à 174 kg sur l'ensemble de l'installation, sur les 7 machines, ce qui représente une économie de 363 tonnes équivalent CO2. Et donc on a fait un certificat à l'utilisateur, ce qui lui a permis de rentrer ça dans ses points BRIM en termes de recyclage pour gagner du point au niveau du recyclage et sur l'impact carbone global. Autre projet, et là on revient dans la région, donc il est à Mélan, un peu plus proche, sur lequel nous avons fait un projet de 25 000 m² de bâtiments neufs avec des VRV R32. Donc c'est un projet qui date de l'année dernière, qui est en phase de finalisation en ce moment. Et donc on a mis sur ce projet 69 VRV. Il y a eu des extensions qui font qu'on est monté à quasiment 80 groupes maintenant. Et le choix du R32 était pour répondre à une demande du maître d'ouvrage, à laquelle devait répondre le bureau d'études, qui était le niveau carbone maximum du bâtiment, pour répondre justement au label qui était requis, tout simplement. Et effectivement, le 410 ne permettait pas d'atteindre le niveau carbone. Tout était fait, ils avaient travaillé sur des moquettes, bas CO2, ils avaient travaillé sur les bétons, etc. Mais rien n'y faisait, le niveau était encore trop haut, et quand on a réussi à proposer le VRV R32 et à le faire coller au bâtiment, ça a permis de descendre en dessous des objectifs CO2 sur le bâtiment. Et donc l'économie, la différence entre ce qui aurait été consommé, consommé en R410 et ce qui a été finalement consommé pour le R32, c'est 615 tonnes équivalent CO2, donc il y a quand même une grosse économie sur le projet. Pour conclure, on est face aujourd'hui à une situation inédite, dans un contexte bien spécial. Les objectifs que l'on doit relever, donc objectif zéro carbone d'ici moins de 30 ans, ce sont des objectifs très ambitieux que nous devons tous relever, on l'a vu cet été avec les rapports du GIEC, que donc il y a une réelle attente et une réelle obligation à ce niveau-là. Et notre ambition en tant que fabricant, c'est de vous accompagner dans cette démarche avec des produits qui sont vertueux, des produits moins impactants et surtout des démarches de services orientées vers la neutralité carbone. Voilà. Si vous avez des questions, je suis... Vous pouvez faire du R32 ? Pardon. Merci. Est-ce que vous pouvez faire du R32 avec du R410 recyclé ? Non, on ne va pas les décombiner comme ça. Effectivement, il y a une partie de R32, enfin dans le 410 c'est un mélange de R32 et d'un autre fluide, mais non, on ne fera pas de R32 avec du 410 récupéré. Bonjour. Sur vos pompes à chaleur en géothermique, OO, est-ce qu'il y a aussi possibilité d'être en R32 ? Alors effectivement, elles sont... sur le résidentiel, oui, elles sont en R32. Après, sur les groupes de production d'eau glacée de plus grosse puissance, en OO toujours, on va avoir soit du R32 pour les compresseurs scroll, soit du 1, 2, 3, 4 Z2 sur les plus grosses puissances. Voilà.
Quel est l'impact en cas de fuite du fluide frigorigène dans l'atmosphère? Parce que si j'ai bien compris, donc les PRG ou PRP, c'est pas par rapport au carbone. Donc quand on voit Ouais, tout à fait. 675, Mm. ça veut dire qu'il faut multiplier 675 par 100 ans. C'est ça? En fait, c'est l'équivalent de 1 kg de fluide, donc le R32, puisque vous prenez les 675, rejeté dans l'atmosphère, ça équivaut à 675 kg de CO2 Qui vont s'évacuer donc sur 100 ans. dans l'atmosphère. Après, C'est-à-dire qu'un la kilo de méthode de CO2 calcul, reste dans l'atmosphère pendant 100 ans. c'est la méthode de calcul qui est effectivement prise en compte. D'accord. Donc, question, c'est qu'arrive-t-il en cas de fuite d'une unité? Parce qu'il y a quand même des fuites sur les unités. Alors, les installations la F-Gaz a précisé que les installations doivent déjà tourner sans fuite, qu'on soit très clair. Il y a des vérifications d'usage et réglementaires qui doivent être faites. Alors, en fonction de la quantité de fluide dans les installations, la périodicité est donnée. Alors, j'ai plus la quantité de fluide exacte en fonction des périodes, mais pour faire simple, c'est entre 1, 2 et voire 4 fois pour les très grosses installations, pas pour la détente directe, c'est plutôt 2 fois par an, avec des vérifications d'usage sur les installations pour être sûr qu'il n'y ait justement pas de fuite. L'objectif, c'est justement que les installations tournent sans fuite, qu'on soit très clair. Si vous faites référence à des fuites, c'est ce qu'on a entendu dans le passé sur des installations de froid dans les centres commerciaux, des choses comme ça, où les réseaux étaient énormes, et au final, ça coûtait moins cher aux utilisateurs de recharger en fluide que de rechercher les fuites. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Mais il est quand même évident que les fluides frigorigènes ont un impact assez conséquent sur le réchauffement climatique. Ah oui, mais on parle de deux choses. On est Oui, bien d'accord. on est tout à fait d'accord, vous avez tout à fait raison, mais les fuites, il y a une différence entre la fuite et l'impact que peuvent avoir ces fluides en cas de fuite. Est-ce que l'impact du R410, il se situe plutôt au niveau de la production du fluide ou au niveau de son exploitation? L'impact carbone. L'impact carbone. Alors, les impacts, alors que ça soit le R410 ou le R32, etc., la mesure, elle est faite sur l'impact. Alors, on le mesure à la production, à la mise en comment ça s'appelle, en commercialisation, d'accord. C'est là où on calcule les tonnes équivalent CO2. Mais effectivement, pour revenir à la question juste avant, c'est le dégagement dans l'atmosphère qui est impactant pour le réchauffement climatique. Sinon, c'est c'est la captation des matières premières sur la Terre, quoi. Mais l'impact carbone est plutôt sur le dégagement dans l'atmosphère. Et il se fait à quel moment, du coup, ce dégagement? Il se fait... En cas de fuite, s'il y en a. Okay. Voilà. Parce que du coup, je me demandais, est-ce que vaut pas mieux mettre du R32 plutôt que de recycler du R410, en fait, s'il y a des fuites par la suite? Tout à fait. Alors, l'objectif, je répète, l'objectif, c'est pas de faire tourner les installations avec des fuites. Oui, il vaut mieux mettre du R32, tout simplement parce qu'en fait, il y a un impact moindre et que donc on va de toute manière, on se dirige vers ces fluides à bas carbone. Ça, c'est l'objectif global qui est donné. Maintenant, le R32 ne répond pas à toutes les types d'applications. Vous voyez que par exemple avec le VRV, donc les installations tertiaires bureaux pour faire simple, pour l'instant on s'arrête à 18 kg, on va évoluer dans le temps, mais on s'arrête à 18 kg, donc on ne peut pas faire encore tous les types de projets aussi simplement qu'on le faisait avec le 410. Donc le 410 existe encore, donc continue à être installé vraiment en quantité importante en ce moment. L'idée, c'est de ne pas bloquer la fourniture de R410 dans le temps, en sachant qu'il n'y aura pas d'interdiction. Et donc, le recyclage du fluide va permettre justement de maintenir les installations dans le temps. Ce n'est pas de faire des nouvelles installations. Les nouvelles installations, clairement, se dirigent vers des nouveaux fluides. R32, HFO, etc. Pourquoi avoir choisi le R32 pour les petites puissances? Est-ce qu'il y a une impossibilité technique? Pourquoi pas du R1, 2, 3, 4, Z2 qui est quand même beaucoup moins impactant? Oui. Alors, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a trois niveaux qu'il faut regarder, en fait, qui guident le choix d'un fluide. C'est son PRP. Donc là, vous avez raison par rapport au PRP de 6, qui est beaucoup, beaucoup moins impactant. Après, il y a la capacité d'échange thermique.
et l'impact pour les personnes. La problématique du 1, 2, 3, 4 Z2, c'est qu'en fait, les pressions de fonctionnement pour aller chercher de la haute température telle qu'on en a besoin sont trop élevées. Et donc, en fait, on ne peut pas fonctionner avec le R32, on aurait des delta pression trop importants. C'est pour ça qu'on le garde pour le froid seul. Je fais un parallèle aussi avec le CO2, par exemple, parce qu'on entend beaucoup parler du CO2 en réfrigération. Il y a beaucoup de questions qui nous viennent avec le CO2 qui a un impact de 1 en PRP, donc ça peut paraître être le fluide miracle. Par contre, en mode chauffage, je vous donne juste un indicateur, c'est 120 bars de pression pour le CO2. Donc là, en fait, on se retrouve avec des problématiques potentielles de maintenance sur les sites. Donc c'est tout ça qu'on doit prendre en considération lorsqu'on développe un fluide. Voilà. Bonjour, vous avez pas mal parlé du coup de l'impact des fluides frigorigènes. Qu'en est-il des performances des installations, que ce soit le SCOP ou le EER, oui, entre du R410A et du R32 ou R123 Z2, pardon. Z2. Alors, alors, je ne vais pas pouvoir vous comparer. Alors, ouais, R32 et 1, 2, 3, 4 Z2, ça va être plus compliqué parce qu'on est sur des technologies différentes. Mais globalement, on arrive à avoir des efficacités à peu près similaires. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les produits au R32 sont sortis après, forcément, ils sont plus récents. Donc, ce qui nous a permis aussi d'optimiser encore les efficacités, etc., au niveau des échangeurs. Après, c'est une bonne question par rapport au COP et au SCOP ou ER et ESER. C'est vrai que dans les calculs réglementaires, on doit prendre en considération les coefficients de performance à pleine charge, donc à 100%. Les SER et les SCOP, donc à charge partielle, ne sont pas pris en considération dans les mesures de calcul aujourd'hui. RT 2012 et futur RE 2020. Donc ça, c'est vrai que c'est un manque aujourd'hui, puisque si je vous donne un ratio, on va peut-être avoir un ER de 3,5, donc un ratio de, je pense que vous connaissez, de 3,5 sur le R, lorsqu'on sera peut-être plutôt à 7, 7,5 sur le SER. Et c'est vrai qu'on va utiliser beaucoup plus souvent les produits en régulation que la pleine puissance. C'est de l'ordre de 2 à 3% du temps en pleine puissance. Donc il y a un... Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est à peu près équivalent. Le 1, 2, 3, 4 Z2 peut-être un tout petit peu moins efficace. Minutes. Ou 3 questions, je ne sais pas. Voilà, il n'y a plus de questions de ce fait-là. Bon, bah écoutez, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est sur le stand, j'ai pas le numéro. 16, on est juste en face du bar. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup.